L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue pour le débat. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir de pouvoir parler sur le projet de loi C-15, un projet de loi qui vise à renforcer la justice militaire. C'est une loi qui va apporter des modifications à la structure du système de justice militaire pour les forces canadiennes. J'aimerais ici expliquer que les militaires sont concernés par deux systèmes de justice, le système civil et le système militaire. Bien que la majorité du temps, ils vont être jugés par le système militaire, il peut arriver qu'à quelques occasions, pour quelques infractions, ils vont être jugés par le système civil, mais je ne tiens pas à rentrer là-dedans dans le cadre de ce discours et dans le cadre de ce projet de loi-là. Compte tenu de la nature spécifique du métier de soldat et du rôle de militaire, les forces canadiennes ont bien sûr besoin parfois de certaines règles qui sont spécifiques au métier de militaire. Mais même si le système de justice militaire a des règles spécifiques, il ne faut pas oublier que celui-ci s'inscrit dans le système de justice canadien dans son ensemble. Donc, il doit y avoir une certaine concordance entre les deux et on doit s'assurer que nos soldats reçoivent évidemment un traitement juste et équitable. Donc, on doit s'assurer que le système de justice militaire, même s'il diffère du civil, soit conforme à un système de justice en général de ce que les Canadiens veulent. Donc, la primauté du droit doit toujours être respectée. La justice militaire existe non seulement pour les militaires, s'ils sont en situation de faute qui doit être réglée, mais aussi également comme élément de commandement pour s'assurer que le droit est respecté en toutes circonstances. De plus, les forces canadiennes reposent beaucoup sur la discipline, qui est bien sûr un des piliers du métier de militaire. Donc, la justice militaire reflète ce besoin de discipline et c'est pour ça que nous avons besoin de ce système de justice. Mais la justice militaire n'est pas parfaite et elle a besoin d'être mise à jour et lorsque des problèmes sont adressés. Il faut aussi ne pas oublier que les militaires sont des citoyens et bien que leur rôle en tant que militaire requiert un système de justice particulier, celui-ci devrait être rapproché le plus que possible du système de justice civile. Donc, évidemment, la justice militaire doit se rapprocher autant que possible des protections prévues dans la Charte des droits et libertés. Comme le système militaire, même si nous reconnaissons le besoin d'avoir des dispositions particulières à l'intérieur du système militaire, il ne faut pas que ça l'emporte sur les principes fondamentaux de la justice. Donc, les procédures du système de justice militaire se doivent d'être efficaces pour être capables de régler des problèmes ou des questions disciplinaires rapidement quand la situation le demande, afin que, entre autres, le militaire puisse retourner travailler le plus rapidement possible. Cependant, rapidement, ça ne veut pas dire non plus outrepasser des principes fondamentaux de justice et de droit. Donc, je crois qu'on doit à nos militaires qui mettent leur vie en danger pour notre pays, le Canada, et pour leurs concitoyens, leur assurer un système de justice qui est équitable et bien sûr juste. On ne peut pas attendre de nos soldats la discipline et le dévouement nécessaires sans une justice militaire qui leur soit entièrement équitable. Donc, le projet de loi C-15 est, oui, un pas dans la bonne direction pour réformer le système de justice militaire vers un système plus en ligne, entre autres avec le système civil, mais cependant, ce projet de loi a des limites et il ne résout pas certains problèmes importants comme la réforme des procédures sommaires et des procès sommaires, la réforme du système de grief et le renforcement de la commission d'examen des plaintes militaires. Lors de la dernière législature, le projet de loi équivalent, C-41, avait fait l'objet d'amendements raisonnables et justes, négociés en comité, notamment par mon collègue député de Saint John Hees. Et ces amendements ont malheureusement disparu dans cette nouvelle version du projet de loi. Ils avaient pourtant été approuvés par le comité, par les parlementaires, et même certains avaient été proposés par le juge avocat général en tant que compromis pour corriger le système de façon acceptable de part et d'autre. Grâce au gouvernement, on doit maintenant refaire le travail qui a été fait lors de la précédente législature.
Ces amendements, entre autres, avaient pour but d'enlever certains délits de la liste des délits qui conduisaient à avoir un casier judiciaire. Donc, je vais parler principalement de cet enjeu. Il faut comprendre que la justice militaire comprend plusieurs procédures. Donc, tout le monde, je pense, a pu voir des extraits à la télévision de procès en cour martiale, d'émissions de fiction, mais ça nous donne une bonne idée de qu'est-ce qu'est un procès en cour martiale. Mais cependant, il faut comprendre qu'il y a aussi des procès qui passent par une autre voie, c'est-à-dire les procès sommaires, où, dans ces cas-là, on autorise la chaîne de commandement des forces, donc la chaîne de commandement du militaire, de juger directement les militaires qui sont placés sous sa responsabilité. Donc, c'est un procès qui se passe sans avocat, sans juré, sans système de preuves, de témoins solides, comme dans une cour formelle. Cette procédure est utile dans plusieurs cas. Elle est utilisée pour des délits mineurs concernant la discipline dans l'armée et ça nécessite pas l'intervention d'une cour à proprement parler. Mais il faut aussi savoir que les procès par voie sommaire peuvent donner lieu à des casiers judiciaires que les militaires auront à porter une fois qu'ils vont être rendus à la vie civile. Donc, je vais donner un peu plus de détails sur ces délits mineurs. On peut, entre autres, retrouver une absence sans permission, un cas d'une personne qui s'est retrouvée au travail en état d'ébriété. Je vais donner un exemple bien simple. C'est l'anniversaire de l'un de vos collègues sur la base. Et comme tous ses collègues, vous décidez de lui offrir un verre pour célébrer son anniversaire. Vous êtes jeune, donc ça se passe aussi dans la vie civile. C'est pas anormal qu'on se fasse offrir un verre à notre anniversaire. Malheureusement, le lendemain, le militaire a peut-être accepté un peu trop de verre et il est absent car il est malade. Ou il a été pris en état d'ébriété en revenant au dortoir par l'un de ses supérieurs. Sur une base militaire, c'est un manquement à la discipline. Et c'est normal, c'est un manquement à la discipline. Et, on exige des militaires une discipline exemplaire compte tenu de leur fonction. Donc, j'ai fait moi-même partie des forces canadiennes et je comprends très bien que la discipline fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Et, on s'y adapte et ça va. Mais, de temps en temps, comme par exemple pour un cas d'anniversaire où est-ce qu'on a un peu trop fêté, il peut y avoir des manquements. Dans la vie civile, cette personne-là, elle appellerait probablement son patron le matin pour lui dire qu'elle ne peut pas venir au travail. Elle prendrait un taxi pour retourner chez elle le soir et elle se coucherait dans son lit. Mais dans une base militaire, son comportement-là est passible d'un procès sommaire. Je dis pas ici, par exemple, qu'il faut que le fait d'appeler son patron le matin pour pas venir travailler parce qu'on a fait la fête la veille, c'est un comportement responsable. On peut aussi être réprimandé, suspendu ou même renvoyé si ça se produit trop souvent dans la vie civile. Normal. C'est pas un comportement acceptable. Cependant, tout le monde conviendra que manquer le travail pour une situation comme ça, d'avoir un peu trop bu le soir de son anniversaire, ça mérite peut-être pas un casier judiciaire. Mais, dans le cas des militaires, oui. Ce militaire-là, qui avait peut-être 19 ans, 20 ans, n'a pas trop compris ce qui se passait, n'a pas compris le système de justice militaire, a eu son procès sommaire, et 15 ans plus tard, se retrouve dans la vie civile, après sa retraite des forces armées. Il va avoir un casier judiciaire. Et son cas va être équivalent à d'autres offenses bien plus graves qui, elles, bien justifient ce genre de mesures-là. Donc, c'est pas normal qu'un militaire se retrouve avec un casier judiciaire pour une infraction, somme toute, qui est un manque de discipline, mais qui n'est pas une infraction qu'on devrait considérer comme criminelle. Et, il va se retrouver avec un casier judiciaire sans avoir eu un vrai procès. Il va avoir réglementé par la Charte des droits, en ayant assuré ses droits fondamentaux. C'est un procès qui se passe très rapidement. Donc, le projet de loi actuel, C-15, ne tient pas compte de ce genre de problème-là qui, dans la pratique, peut avoir des conséquences. Et je pense que dans ce genre de cas-là, c'est pas isolé. J'ai pas les derniers chiffres, mais j'ai regardé les chiffres présentés par les rapports annuels du juge avocat général au ministre de la Défense nationale sur l'administration de la justice militaire au sein des Forces armées et les rapports de statistiques sur les procès sommaires. En 2009-2010, 20 054 procès ont eu lieu, dont près de 95 % en procès sommaire. Donc, on parle de la grande majorité des cas qui sont passés en procès sommaire.
Pour la même période, 98 des procès sommaires se sont terminés par une décision de culpabilité. Et les accusations, la plupart du temps, procès sommaire, 28 absence sans permission, 7 ivresse. Donc, c'est des choses qui, dans la vie civile, ne valent pas un casier judiciaire, même si, bon, ça vaut une tape sur les doigts qui est méritée, ça ne vaut pas un casier judiciaire. Dans la précédente version de ce projet de loi qui avait fait l'objet d'un compromis en comité lors de la dernière législature, la section des exemptions pour le casier judiciaire contenait 27 articles de la loi sur la défense nationale. Dans cette version-ci, les exemptions sont plus qu'au nombre de 5. Donc, rapidement, pour C41, quiconque est déclaré coupable de l'une ou l'autre des infractions ci-après ou l'a été avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas coupable d'une infraction criminelle. Donc, en C41, l'infraction désignée à l'article 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, on a aussi 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129. Donc, et pour ces articles-là, et c'est pour laquelle l'accusé a été condamné à l'une des peines suivantes, blâme, réprimande, amende n'excédant pas le 1 mois de solde de base et des peines mineures. Pour ces 15, là, lorsqu'on parle des articles, on a tout d'un coup seulement 85, 86, 90, 97 ou 129. Je pense qu'on se rend compte rapidement qu'il manque une coupe de numéros. Et, dans ces cas-ci, c'est pour laquelle l'accusé a été condamné à une peine mineure et une amende maximale de 500 $ ou à l'une de ces peines. Donc, je pense qu'on se rend compte rapidement qu'il y a beaucoup de choses qui ont malheureusement disparu du projet de loi, qui auraient dû rester. Parce qu'on se rappelle, ces articles-là, le projet de loi C-41 avait fait l'objet d'un consensus et les partis d'opposition, autant que le parti gouvernemental, avaient obtenu un accord. Donc, ce que je veux rappeler, c'est que les infractions et les peines exclues pour une mention au casier judiciaire étaient beaucoup plus étendues dans C-41 et l'amende qu'on tenait compte, c'était n'excédant pas 1 mois du solde de base et des peines mineures. Aujourd'hui, les exemptions comprennent seulement les amendes de moins de 500 $ et des peines mineures. Donc, dans la plupart des cas, ça dépasse une peine mineure ou une amende de 500 $. Donc, les restrictions sont justement trop limitées et vont conduire trop de militaires à avoir un casier judiciaire. Par exemple, dans l'un des cas mentionnés dans le rapport du JAC 2010, un cas d'absence sans permission a été sanctionné de 5 jours de détention et 1 500 $ d'amende. D'autres ont été sanctionnés de 30 jours de détention. Donc, ces cas ne tomberaient plus dans les exceptions pour une mention au casier judiciaire et pourtant, c'est une absence sans permission. D'autres cas, comme concernant l'ivresse, toujours tirés bien sûr du même rapport, ont été sanctionnés d'un blâme et 5 000 $ d'amende. Encore une fois, ça ne rentre plus dans les exceptions prévues. Donc, ces exceptions-là ne sont plus assez larges. Il faut revenir à la version précédente qui avait été négociée en comité, entre autres par mon collègue de St. John Heath. Donc, je veux aussi préciser qu'ici, je ne remets pas en cause le bien fondé des peines de commandant. Je fais l'expérience de la discipline dans l'armée et je reconnais que c'est important, la discipline. Mais il y a une grosse différence entre un cas disciplinaire dans une base militaire et avoir un casier judiciaire qui, normalement, un casier judiciaire, ça notifie des faits criminels. Ici, bon, se retrouver avec un casier judiciaire pour quelque chose qui ressemble plus à de la bêtise, je crois que je crois pas que c'est là-dessus qu'on veut aller. J'aimerais aussi dire que selon une publication du ministère de la Défense nationale, qui est un guide à l'intention des accusés et des officiers désignés pour les aider, les procès sommaires doivent permettre de rendre justice de façon prompte et équitable à l'égard d'infractions d'ordre militaire relativement mineures, mais qui ont une incidence appréciable sur le maintien de la discipline et de l'efficacité militaire. Donc, ici, on ne parle pas d'infractions criminelles ni de délits majeurs. On parle ici d'infractions mineures qui ont des conséquences sur la discipline militaire.
La discipline militaire est une chose à part de ce qu'on peut retrouver dans une vie civile. Et je pense que c'est une erreur de mettre sur un même plan des manquements à la discipline militaire et des infractions civiles criminelles. Pour la grande majorité des cas de manquement à la discipline militaire, n'importe quel civil qui ferait une chose équivalente aurait aucune conséquence légale. C'est pas juste d'imposer aux militaires des conséquences qui vont se répercuter dans leur civil, alors que la plupart des faits concernent uniquement la vie militaire. De plus, un procès sommaire a les capacités d'inscrire des mentions au casier judiciaire, alors que ce même processus ne comprend ni juge proprement, proprement dit et professionnellement formé, ni de processus solide pour les preuves et les témoins, ni d'avocat pour la défense. Donc, ce n'est pas normal qu'un procès sommaire pour une infraction mineure conduise à un casier judiciaire. Et il faut rappeler aussi qu'un processus qui ne garantit pas les droits fondamentaux d'une personne lors de son jugement, comme c'est nettement le cas dans un procès sommaire, ne devrait pas avoir de conséquences aussi sévères qu'un casier judiciaire pour la personne ayant commis l'infraction. Le fonctionnement d'un procès sommaire est simplifié pour les raisons évidentes qu'en situation de conflit, la justice militaire doit être rapide et efficace. Donc, on veut que la discipline s'administre rapidement pour que les choses, si on peut dire, reviennent à l'ordre très rapidement. Dans le cas d'infraction mineure, de manquement au règlement ou à la discipline, la chaîne de commandement d'un soldat, donc son supérieur, est autorisé à le juger. C'est une méthode rapide et efficace. Cependant, le supérieur connaît l'accusé, donc il n'est pas entièrement neutre. Il y a peut-être un préjugé favorable, mais peut-être aussi un préjugé défavorable. Bien qu'il ait reçu une formation, il n'empêche que cet accusé-là est connu de son supérieur. Et comme il n'y a pas non plus de système pour vérifier les preuves, écouter les témoins, bon, le commandant connaît aussi les témoins bien souvent dans des infractions mineures, donc il donne plus ou moins de crédibilité selon, si on peut dire, son jugement et l'estime des personnes qui sont impliquées. Donc, il n'y a pas d'avocat pour assurer les respects des droits de l'accusé. Pourtant, ces procès sommaires-là peuvent aller à des amendes de plusieurs milliers de dollars et surtout jusqu'à 30 jours d'emprisonnement ou encore même une rétrogradation. 1 mois d'emprisonnement sans cour impartiale et sans juge proprement formé, je trouve ça assez important pour que son soucie un peu plus de ce que le projet de loi va faire. Ces procédures qu'on retrouve dans un procès dans le civil sont là pour une autre chose, assurer que les droits fondamentaux d'une personne soient respectés. Je vois déjà venir les membres de l'autre côté qui dire que le NPD veut protéger les criminels, mais étant donné que j'ai été dans les forces militaires, je sais que la plupart des manquements à la discipline ou au règlement n'ont absolument rien de criminel. Et comme en tant que soldat, il faut respecter la discipline, mais en tant que civil, il ne devrait pas y avoir des conséquences comme celles qui existent actuellement. Et aussi, j'aimerais spécifier que, bien sûr, avant d'être jugé, une personne doit être présumée innocente. C'est respecter l'impartialité et l'indépendance de la justice. C'est ce qui s'appelle ne pas laisser des impressions, des préjugés, des jugements hâtifs, mais bien laisser parler les faits. Donc, avoir un système de justice impartial et indépendant est essentiel pour avoir la confiance des citoyens. Donc, dans le milieu militaire, savoir qu'on ne peut pas être jugé sans impartialité n'est pas quelque chose qui inspire confiance dans le système militaire. On l'accepte et on fait confiance à ses supérieurs pour être juste et équitable. Et la plupart du temps, ils sont autant que possible. Mais il faut poser des limites sérieuses et solides à ces procès sommaires et à leurs conséquences plus tard dans la vie civile. Et ce projet de loi-là, C-15, ne le fait manifestement plus ou pas, selon le fait que les articles qui avaient été ajoutés dans C-41 ne se retrouvent pas ici. Donc, j'aimerais tout d'abord finir mon discours en rappelant qu'avoir un casier judiciaire, c'est quelque chose qui est très difficile dans la vie civile et les militaires rendus à la vie civile, ils devront passer par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, faire une demande de pardon. Ils devront attendre un délai 5 ans après le procès sommaire et payer des frais pour effacer justement ce dossier judiciaire-là. Donc, je crois que c'est inacceptable et je crois sincèrement que ce projet-là, actuellement, doit être complété par des amendements et d'autres mesures qui vont éviter la situation que j'ai décrite dans mon discours. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Questions et commentaires?
L'honorable député de Davenport. Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon honorable collègue de son discours ce soir. Évidemment, elle sait de quoi elle parle, contrairement à nombre d'entre nous, parce qu'elle a été membre des Forces canadiennes. Et elle est également une jeune femme qui peut comprendre les questions qui touchent la discipline et l'importance qu'on lui accorde dans les forces. Mais j'aurais une question pour ma collègue. On en demande beaucoup à nos soldats, à nos hommes et à nos femmes en uniforme, à nos jeunes hommes et femmes en uniforme. Et il s'agit souvent de jeunes qui viennent de vaillantes familles canadiennes partout au Canada, de régions rurales, de petites collectivités, et qui se retrouvent dans cette situation. Et on en attend beaucoup d'eux. Et comme on l'a dit à maintes reprises dans cette chambre, on sait que nos anciens combattants font souvent face à des circonstances difficiles. Alors, j'aimerais savoir si notre collègue pourrait nous parler davantage de l'effet néfaste de l'utilisation abusive des processus sommaires, puisque ces gens se retrouvent avec des dossiers criminels et cela peut leur poser problème par la suite dans leur vie civile. Amen. Merci, Madame la Présidente. Pour répondre à mon honorable collègue de Davenport, je vais donner l'exemple d'un cours de recrues. Donc, souvent, on a des recrues qui peuvent avoir 16 ans, 17 ans, qui viennent de rentrer dans la vie et qui vont... un cours de recrues, c'est intensif, ça demande beaucoup, ça met les militaires à l'épreuve et souvent, ils vont être très fatigués, très épuisés et ils peuvent faire des erreurs qui ne le font pas intentionnellement, mais qui va conduire à un procès sommaire. Par exemple, une décharge accidentelle à l'air d'une arme à feu. Il n'y a pas personne qui le fait intentionnellement, mais ça peut arriver et la personne va avoir un procès sommaire et peut-être par la suite même un dossier judiciaire. J'ai déjà connu un collègue qui était très, très fatigué et il n'a juste pas porté attention et il a malheureusement monté le drapeau à l'envers. Il n'a vraiment pas fait par exprès, mais ça lui a valu un procès sommaire parce que c'était une erreur et que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable du point de vue militaire, mais c'était simplement la fatigue. Et cette infraction-là peut, elle aussi, conduire à un dossier judiciaire. Et quand on a 16 ans, 17 ans, je pense qu'on ne comprend pas le système judiciaire. On ne pense pas qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais sortir dans 20 ans des Forces armées. Donc, on finit par sortir des Forces armées 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard pour finalement se rendre compte qu'on a un dossier judiciaire parce qu'on n'a pas trop compris ce qui se passait. Questions et commentaires. L'honorable député de Jeanne Lebert. Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. Souvent, le militaire est comme un monde clos et dans les procès sommaires, les officiers pensent à la discipline, ils veulent s'assurer que l'incident ne se reproduise plus dans les rangs. Et ça, c'est bien pour les militaires. Mais un jour, ces jeunes recrues, après avoir participé à un déploiement, quittent les forces et ont un casier judiciaire. Et je pense que ça peut avoir un effet psychologique assez grave pour ces jeunes qui ont donné de leur temps pour leur pays. Est-ce que vous pourriez nous parler des effets néfastes d'un casier judiciaire pour un jeune qui quitte les forces armées? Bon, lorsqu'on peut quitter les forces armées, si on peut dire, après un certain temps de service et qu'on tente de réintégrer la vie civile, la majorité des gens le savent, lorsqu'on postule pour un emploi, on est obligé d'écrire « Avez-vous un casier judiciaire? » La plupart des emplois le demandent. Donc, on est obligé d'écrire « Oui ». Et, bon, l'employeur potentiel va bien sûr nous demander qu'est-ce qui s'est passé s'il considère notre dossier, parce que peut-être que simplement le fait d'avoir coché « Oui » va faire que le CV ne sera même pas considéré. Et l'employeur va obliger la personne à expliquer pourquoi il y a un casier judiciaire. Donc, des fois, ça peut être assez gênant d'être obligé de raconter une bêtise, une erreur stupide que quelqu'un a faite à son futur employeur. Et surtout, ce futur employeur-là, bon,
se fait une image un peu, si on peut dire, distorsionnée du vétéran, de l'ex-militaire qui tente de réintégrer le civil. Donc, ça peut être extrêmement néfaste et tout le monde le sait. Pour n'importe quel emploi maintenant, même travailler au McDonald's, on vous demande si vous avez un casier judiciaire. Questions and comments, and I should have gone. J'aurais dû donner la parole à quelqu'un du Parti ministériel plus tôt. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, j'ai été dans les forces, dans l'administration de la justice et j'ai aussi été disciplinée. Je n'ai pas eu de casier. J'ai discipliné des gens qui étaient souvent au commandement. Et pour des choses qui, d'après la députée, donneraient lieu à un casier judiciaire, alors que ce n'est pas le cas. L'autre député disait que c'est une question de discipline. Non, l'important, c'est l'efficacité. La discipline est nécessaire pour l'efficacité. Si j'ai bien compris ma collègue, j'ai peut-être mal compris. Elle semble croire qu'un procès militaire annule les droits fondamentaux du soldat, mais la Cour suprême a dit que les droits et libertés garantis par la Charte le sont aussi pour les soldats. Et le soldat a choisi si il préfère une procédure sommaire ou une autre procédure. Fondamentaux d'une personne, d'un militaire. Mais si ce procès sommaire-là, pour une raison, un délit mineur qui, dans la vie civile, ne conduirait pas un casier judiciaire, conduit un casier judiciaire et que le militaire en question a plus ou moins été informé des conséquences potentielles, là, je crois que oui, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on devrait tenter d'améliorer le projet de loi C-15 pour éviter que ce genre de situation-là se produise. Questions et commentaires? Questions and comments? Reprise. Questions et commentaires? L'honorable député de Pierrefonds-Delard. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier ma collègue pour son discours plutôt instructif, si je peux dire, parce que je ne suis pas aussi au courant que ma collègue de la réalité des gens qui servent dans les forces. Et je trouve qu'elle a apporté des nuances très intéressantes. Je me demandais si ma collègue pouvait nous dire si elle sait jusqu'à présent quelle est la réceptivité de nos collègues par rapport à des amendements potentiels à ce projet de loi-là et si elle en a l'occasion de nous donner peut-être même un autre exemple de cas desquels elle a été mise au courant qui serait pertinent à entendre pour comprendre encore mieux la pertinence d'apporter des amendements tels que proposés par ma collègue. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Madame la Présidente. À l'heure actuelle, j'ai pas eu la chance de discuter avec mes collègues du gouvernement à savoir quels amendements ils étaient prêts à accepter. Mais j'oserais croire que, comme dans l'étude précédente du projet C-41, comme les amendements qui avaient été déposés avaient fait l'objet d'un consensus et que tout le monde semblait s'entendre, j'oserais croire qu'on est prêt à se rendre au moins au même point qu'il y avait dans ce projet de loi-là. Donc, on est prêt à se rendre, si on peut dire, à la même situation que dans le projet C-41. Au niveau des exemples, il y a juste une chose que j'aimerais préciser pour les gens qui savent pas c'est quoi un procès sommaire ou tout ça. Juste comment ça se passe, c'est déjà très impressionnant. Lorsqu'on est jeune, on nous aligne avec 4 personnes qui nous escortent pour aller dans le bureau du commandant pour le procès sommaire. On doit marcher à une vitesse de 120 pas à la minute. On nous enlève le béret. Les escortes, bien sûr, ont leur béret. Donc, juste la manière dont on rentre dans le bureau du commandant, c'est déjà très impressionnant et c'est, quand on est jeune, militaire, ça peut être particulièrement intéressant. Quand on a eu la chance ou la malchance d'escorter quelques collègues avant que ça nous arrive, au moins on sait à quoi s'attendre. Mais lorsqu'on n'a jamais vu de quoi ça a l'air, c'est déjà très impressionnant et on est déjà, je pense, un petit peu perturbé quand on rentre dans le bureau du commandant. Merci beaucoup. Reprise du débat. Resuming